Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Comme vous le savez, comme vous en avez pris l'habitude, nous débattons chaque semaine avec des candidats pour les élections cantonales et j'ai la grande chance aujourd'hui d'avoir deux candidats. Noman Ousseni, bonjour Noman. Bonjour. Qui est candidat sur le canton de Chirongi-Sada, qui est sortant, et Jacques-Martial Henry, qui est candidat sur le canton de Mamoudzouin. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à toute la population. Nous allons parler aujourd'hui d'aménagement et de préservation de l'environnement, ou comment nous pouvons répondre à nos besoins aujourd'hui sans handicaper les générations futures à répondre à leurs besoins. Vous le savez, le conseil départemental fixe les politiques publiques qui sont ensuite déployées par d'autres. Alors, c'est le moment aujourd'hui de nous poser la question de comment peut-on aménager Mayotte sans détruire l'environnement. Alors la question préalable, messieurs, c'est pourquoi il est indispensable de préserver l'environnement pour pouvoir espérer continuer à vivre bien à Mayotte. Jacques. Oui, l'environnement naturel, qui a un lien direct avec l'environnement culturel, doivent être préservés pour pouvoir préserver l'humanité. Aujourd'hui, nous vivons des conditions climatiques tellement difficiles avec le réchauffement de la planète qu'il faut vraiment, la question environnementale est devenue très essentielle. Donc tout développement doit incorporer l'aspect environnemental pour pouvoir préserver l'humanité tout court. Noman. Oui, alors la question d'actualité, ça fait quelque temps déjà, on parle du réchauffement climatique. Oui. On a même les preuves à Mayotte, donc des remontées des eaux, donc où en tout cas Mayotte, le terre qui s'effondre, qui descend de 10 cm chaque année. Donc tout ça, c'est dû à ça. Donc pour essayer, pour se protéger, pour préserver ça, c'est protéger la nature, bien évidemment, la maintenir, garder, mais bien évidemment, il faut penser aussi au logement, la circulation, mais savoir que la vie, c'est la nature, bien évidemment. Alors justement, les collectivités, aujourd'hui, toutes pensent zone d'activité économique. Elles ont toutes des projets en ce sens plus ou moins avancés et le conseil départemental, évidemment, soutient, accélère, donne des parcelles ou cède des parcelles. Comment est-ce qu'on peut envisager de constituer des zones d'activité économique un peu partout à Mayotte en préservant les zones humides dont on le sait, elles sont des réservoirs de biodiversité et de stockage d'eau? Alors déjà un peu partout, je ne pense pas qu'il faut faire un peu partout. Il va falloir les cibler. Où on le fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Mais dire partout on va mettre des zones d'activité économique, je ne pense pas que c'est sur cette forme-là qu'il faut voir les choses. Mais le conseil départemental aujourd'hui dit rien là-dessus. Si, il y a quand même un travail qui se fait, des études qui se font, donc notamment sur ce schéma-là qu'on a confié à l'EPFAM par un bureau d'études, le conseil départemental a confié à l'EPFAM par le bureau d'études et les acteurs économiques sont consultés, les acteurs en tout cas de protection, les associations de protection des environnements sont consultés pour donner leur avis dans ce sens. Moi, à mon avis, il ne faut pas se dire on va en mettre partout, c'est pas ça qui peut régler le problème. On a un territoire qui est étroit, qui existe, 374 kilomètres carrés, il va falloir l'organiser. Il va falloir l'organiser, bien évidemment, donc par mettre en fait les dispositions pour que le monde économique ait sa place, le monde social, le monde culturel, comme l'a dit mon camarade Jacques. Jacques, comment on peut décemment imaginer un développement durable quand on accepte de couper ou de raser ou de détruire de la mangrove pour faire passer une ligne de bus? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même
évoqué le fait que nous avons eu la décentralisation depuis 2004. Oui. Et de 2004, le Conseil général a initié un schéma sur le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable. Et jusqu'à aujourd'hui, ce schéma n'a pas pu être validé. Et lorsque nous sommes devenus région département, il fallait mettre en place le schéma d'aménagement régional et jusqu'à aujourd'hui, alors que je vous parle, ce schéma n'est pas arrêté. D'ailleurs, le Conseil d'État a été adressé au Conseil général beaucoup de recommandations sur beaucoup d'aspects qui n'ont pas été pris en compte, notamment l'aspect juridique et tout. Bon, on aimerait très bien que ce schéma puisse être validé, qui permettrait, en associant, comme l'a bien dit Noman, les communes et les intercos et les acteurs économiques et les forces vives de toute la société à Mayotte, qu'on puisse arrêter un schéma pour pouvoir bien orienter l'action sur l'aménagement du territoire, pour bien connaître les zones que nous devons protéger, que les zones qui relèvent de la gestion de l'État, notamment sur les réserves nationales forestières, les zones qui relèvent de la gestion du conseil départemental. J'ajouterai également que lorsque j'ai été conseiller général, je prends l'exemple de Tchéléni au-dessus de Sada, qui est une réserve, mais protégée par le conseil général, qu'on avait boisé à l'époque, et qu'aujourd'hui, parce que je fais beaucoup la marche avec les associations locales, et quand vous passez dans ces zones, les arbres sont coupés pour qu'on mette des bananiers ou de manioc, ce qui est vraiment dommage. Donc je crois que le Conseil général doit renforcer son dispositif en matière de préservation du patrimoine naturel, notamment en matière de préservation des forêts. Nous connaissons les problèmes liés au manque de pluie à Mayotte, et il est primordial qu'on préserve ces zones. S'agissant de la question que vous m'avez posée, je crois que je vais répondre à contrario. L'habitat est un élément très important. Ce schéma d'aménagement régional, qui doit être corroboré par le plan local d'urbanisme intercommunal, parce que je suis de ceux qui croient que nous devons libérer le foncier. Parce que le fait que nous avons bloqué le foncier pousse la construction de ces cases en tôle, parce que des terres qui ont des valeurs, on les a dévaluées. Il y a des zones à proximité des villages qui ne sont plus des zones agricoles. Or, nous les maintenons jusqu'à aujourd'hui dans des zones agricoles où les gens ne peuvent pas construire. Donc on a dévalorisé ces terrains. En plus, on ne peut pas construire au-delà de 11 mètres en hauteur. Je crois qu'il faut débloquer le foncier. Ces zones-là doivent être orientées vers la construction de l'habitat, permettre aux opérateurs de construire, de densifier en hauteur, et puis après, accompagner la population, notamment les promoteurs immobiliers, dans le cadre de la loi Girardin, pour pouvoir reloger les gens. Si on arrive à reloger le maximum de gens sur des espaces réduits, ça protège les forêts et ça protège... donc tout est lié à l'aménagement du territoire. Alors, oui, parce que là, il touche sur un point sensible, qui est le schéma d'aménagement régional, que je pilote bien évidemment avec comme lycée. Si, bien évidemment, donc ça prend du temps, comme tu l'as dit, et j'en accepte, c'est qu'on a fait le choix de faire ce schéma-là un projet pour Mayotte, pour le territoire. Par rapport auparavant, notamment PADD, ça a été conçu, ça a été fait par un bureau d'études qu'on a appelé, comme la majorité des schémas qui se font ici. Donc les bureaux d'études, ils élaborent leurs livres, 100 pages, 400 pages, 500 pages, et voilà, le schéma, il est fait. C'est ça. Voilà. On a fait une autre proposition, c'est de consulter, de
essayer d'intéresser ou d'aller chercher les acteurs qui s'approprient du projet. Donc ce volet environnemental, bien évidemment, donc, il y a un point de blocage en ce moment, dans la mesure où ce n'est pas le Conseil d'État, parce que le Conseil d'État, il n'a pas encore le dossier. C'est une dame, en tout cas, le rapporteur du SAR au niveau du Conseil d'État, qu'on est allé chercher. Parce qu'au final, la validation, comme il le dit, mon camarade le dit, c'est le Conseil d'État. Pour éviter le blocage, c'est de l'associer, de travailler en amont avec nous et qu'ils nous disent voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui est interdit de faire, et pour que, une fois arrivé au Conseil d'État, toutes ces épines-là soient enlevées. Bien évidemment, donc on est sur un blocage parce que le bureau d'études, on a pris un bureau d'études, mais j'ai voulu qu'on soit assisté par le Conseil d'État, qu'on soit assisté par la DEAL, les services de l'État, oui, et qu'on soit assisté par la population et les collectivités. Du coup, le blocage, on peut dire qu'il manque d'ingénierie ou de compétences quelque part au sein du bureau d'études sur les règles à appliquer dans les termes environnementaux et énergétiques, et qui est important pour Mayotte. Donc j'ai pris la décision de tout arrêter. On arrête, on cherche la compétence, l'ingénierie là où il se trouve, charge au bureau d'études d'aller le chercher, sinon le contrat sera résilié et on prend un autre où on le fait avec l'expertise qu'on peut le trouver en interne, mais ce volet-là, il n'est pas négociable. On doit sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit construire Mayotte. Mais construire Mayotte, bien évidemment, on doit respecter des règles environnementales. Donc, sur telle zone, on peut construire, mais comment on peut construire? À quelle hauteur, à quelle largeur? Une telle zone, on doit la protéger parce que les mangroves, parce que les espaces naturels sensibles. Mais pourquoi? Avec quelles règles on doit mettre? Parce que s'il n'y a pas de règles, on fera n'importe comment. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La déforestation, oui, en tout cas, à tout va. On cultive n'importe où et on construit n'importe où. Donc, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de règles, on va essayer de mettre des règles. Alors justement, c'est parce qu'il n'y a pas de règles qu'on va raser la mangrove pour faire passer un bus? Alors, pour la mangrove, c'est normal? Je ne suis pas allé en profondeur. Si j'imagine que c'est quand même des espèces protégées à Mayotte. Oui. Donc du coup, ce n'est pas normal. Quand on dit on va couper les mangroves pour faire passer des routes, pourquoi ne pas casser la montagne qui est en amont? On peut quand même rentrer dans ces montagnes, parce que si vous parlez de ça, c'est que c'est Mamoudzou, c'est Kadema. Oui. Donc, c'est que la mangrove de Kaweni, la zone Kaweni, on a toute une colline qui est en amont, côté gauche, mais on peut y aller. Ou encore, il faut construire intelligemment. On peut travailler sur les mangroves sans les couper, là aussi. Là aussi, avec des parcelles, la technique est là. Alors après, il y a un autre point que je voulais aborder, messieurs. Le conseil départemental a proposé un schéma de cadrage, comme vous l'évoquiez, Noman, sur l'autonomie alimentaire et les politiques agricoles. Donc l'exécutif actuel vise à atteindre une forme d'autonomie alimentaire. Comment on peut imaginer développer l'agriculture sans déforester et tout en répondant aux besoins d'aménagement? Est-ce que c'est une équation tenable? Alors, juste une minute. Moi, je crois qu'effectivement, Noman vient de reconnaître que le bureau d'études n'est pas à la hauteur. Et je suis de ceux qui croient que nous devons protéger les forêts comme nous devons protéger les mangroves. Nous devons protéger les montagnes comme nous devons protéger les mangroves. Parce que les montagnes, c'est grâce aux arbres que nous avons de l'eau sur les collines. Donc, tout dépend de l'étude d'impact. Comment aménager pour transgresser le moins possible à l'environnement. Je ne suis pas un homme de Cro-Magnon. Oui, même si on coupe quelques mangroves, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix, mais il faut vraiment que ceci ne dénature pas. Excuse-moi de te couper, c'est pourrait qu'il y ait une étude, parce qu'on peut dire on coupe un mangrove, mais on le plante ailleurs. Oui, ça peut se faire aussi. Regardez à Iloni, la mangrove, elle a été détruite. Il y a peut-être une étude d'impact et de la compensation, je ne connais pas le dossier. Tous les jours. Je ne connais pas le dossier, mais les deux options, ça peut se faire. On peut couper, en planter ailleurs, on peut casser rentrer sur la colline, ça peut se faire. Il y a sûrement une étude question. Je me réfère à la théorie de David Ricardo sur les avantages de coûts comparatifs.
Et cette question, parce que les coûts de production à Mayotte sont très élevés. Là, vous êtes passé sur l'agriculture? Sur l'agriculture. Okay. Les coûts de production ici sont très élevés. Si nous produisons sur place pour une autosuffisance alimentaire, les coûts sont très élevés et nous n'avons pas assez d'espace. Ça veut dire nous allons transgresser l'environnement sur notre territoire. Or, le Conseil général, le Conseil départemental depuis 2014, qui a la compétence d'une région, nous sommes compétents en matière de la coopération régionale. Ça veut dire la question comment accompagner les Mahorais, les entreprises locales pour pouvoir produire à Madagascar, où le territoire est vaste, à Mozambique, en Tanzanie, pour pouvoir produire, pas uniquement, notre objectif n'est pas uniquement d'aller acheter à Madagascar ou en Tanzanie pour venir vendre à Mayotte, mais d'aller produire et vendre au monde entier. C'est ça la question. Donc, dans notre programme, d'ailleurs politique, cette vocation économique dans la coopération est un élément essentiel. C'est cette vocation qui permet d'ailleurs de réguler le flux migratoire, qui permet à la population mahoraise d'accéder aux produits alimentaires à moindre coût. Et c'est là la question, parce que si nous voulons produire sur place avec 375 km², plus de 400 000 habitants, il est très clair qu'on va transformer Mayotte en Haïti. Oui, ben c'est dans la même lignée en fait, parce que bien évidemment sur la question donc, de l'agriculture au sein du département, moi j'ai été clair là-dessus. Donc effectivement, on a des agriculteurs qui sont ici, qui ont des parcelles, mais vraiment de l'open terre qui leur permet de vivre en famille. Si on pense en vivre, si on pense, en tout cas, c'est ce qui se dit, avoir des usines de transformation, de vendre au niveau dans le giron, en tout cas, de l'océan Indien ou même régional, avec nos 375 km², on n'a pas suffisamment de terre. On n'a pas suffisamment de terre. Alors, l'idée, c'est quoi? J'ai pris une attache l'ambassadeur, en tout cas à Mozambique, qui remplace M. Cabrol, sur ce volet-là. Il faut comprendre que le gouvernement mozambicain, ils attendent, mais franchement, une proposition qu'on ait des agriculteurs, parce qu'on a des gens qui sont compétents, qui ont été formés, des ingénieurs, des gens qui se sont installés, mais par manque de terre, ils n'arrivent pas, en tout cas, à produire. Eh bien oui, ils sont prêts à nous ouvrir la porte ou à nous permettre, par un contrat ou une location de terre, qu'on produise là-bas et qu'on puisse venir transformer, bien évidemment, vendre le monde entier. Une chose, enfin, j'ai vu un appel d'offres quelque part. Les Chinois, actuellement, ils sont demandeurs du manioc. Le manioc, c'est pourquoi? C'est pour faire de l'amidon. Tout ce qu'on fait avec la colle, c'est par du manioc. Et ils en cherchent, mais des tonnes et des tonnes, et ça se vend beaucoup. Donc, j'ai vu ça, je dis, mais voilà, c'est vrai à Mayotte, on ne peut pas produire des tonnes et des tonnes pour vendre en Chine, mais par exemple à Mozambique, par exemple à Madagascar, il y a des contrats ou des conventions qui s'établissent, en tout cas qui se font sur ces pays-là. On peut aller produire là-bas et en vendre dans le monde entier, voire même revenir ici et transformer et puis en vendre. Mais si on compte uniquement sur nos 375 km², il n'y en a pas assez, bien évidemment. Il y a par exemple des produits qu'on peut initier à Mayotte, notamment les oranges, les mangues. Donc, en mettant en place une unité de conservation de produits, que ce soit en froid positif ou en froid négatif, il faut savoir quels sont les produits, quels sont ce qu'on peut produire sur place sans transgresser l'environnement et qu'est-ce qu'on peut aller faire. Moi, je crois que les bananes, les maniocs, si nous voulons produire à l'outrance, c'est pas ici. Parce que ce que vous expliquez là, c'est pas ce qui est dans le schéma de développement agricole proposé par le conseil départemental. Donc, si vous êtes élu
est réélu et que vous appartenez à la majorité qui sera constituée après le 20 juin, ça veut dire que ce schéma d'aménagement ou de développement agricole, on le met à la poubelle. Par exemple, je suis pas très favorable au bureau d'études. Parce que ici, on dit, j'ai fait un schéma gérontologique, j'ai fait un schéma de cohésion écologique, j'ai fait un schéma sur ça, mais les élus ne s'approprient jamais du contenu de ces schémas. Je suis d'accord pour les bureaux d'études parce que ça permet d'aller vite, ça permet d'être plus libre et avoir des objectivités, mais nous devons affirmer un cahier des charges très clair. Nous devons affirmer nous-mêmes qu'est-ce que nous voulons clairement. À partir de là, le bureau d'études travaille sur le fond de notre pensée. Exactement. Mais cette manière de laisser libre les bureaux d'études pour décider à notre place, et c'est pourquoi on n'arrive pas à décoller ici. Oui, effectivement, il est très clair que la vocation économique sur la coopération est un élément essentiel. Elle permettra d'insérer professionnellement des gens aux Comores, à Madagascar et dans la région, mais aussi, elle permettra aussi de nous spécialiser. Parce que quand on se spécialise, on est plus productif. Bien sûr. Donc ça nous permettra de nous spécialiser sur des produits, par exemple sur les tomates. Ici, ça pousse facilement, ou je ne sais pas. Oui, choisir en tout cas. Je ne sais pas, mais avec les agriculteurs eux-mêmes, parce que nous sommes dans l'économie. Alors, le temps tourne, il reste plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on parle de l'eau. Comment on peut assurer aujourd'hui et comment le conseil départemental peut veiller et garantir à la population de disposer de suffisamment d'eau alors que chaque année, on détruit plus de forêts qu'on en construit. Or, on sait que la forêt permet de retenir l'eau. Comment fait-on, messieurs ? Alors, déjà pour revenir un petit peu sur les bureaux d'études, comme je l'ai tout le temps dit, ça prend du temps. Parce que c'est un projet pour les Mahorais. Le bureau d'études, il avait son cahier de charges, mais j'étais très clair. C'est un porte-plume quelque part. Mais les idées doivent venir de la population, des acteurs, des collectivités, des élus, de tous bords d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a fait un séminaire des élus, on a invité tous les élus de Mayotte. C'est pour ça qu'on a invité les intercos pour qu'ils s'approprient le sujet, parce qu'au final, comme il l'avait dit, c'est à eux d'élaborer les plans locaux d'urbanisme intercommunal. C'est à eux d'intégrer en tout cas l'aménagement de territoire. Le schéma d'aménagement région, ça donne un cadre. Il donne un cadre, une organisation du territoire. Mais l'opérationnalité, c'est dans les intercos. Donc, en ce moment, le bureau d'études, ça traîne parce qu'il y a quelque part une défaillance, comme je l'avais souligné. Revenant sur la stratégie, sur le schéma de l'agriculture, on reste ouvert. Donc, encore une fois, ce que je propose, moi, ce n'est pas dans les bureaux du conseil départemental, ce n'est pas à Coconi qu'on va essayer de réfléchir l'agriculture de demain. Parce que tout ça, c'est pour demain. La politique, c'est d'avoir une vision à long terme. Aujourd'hui, on fait ça avec ces agriculteurs-là, avec ce mode d'agriculture, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quand on aura 1 million d'habitants, ça sera toujours cette façon de faire où il faut se projeter, aller plus loin? Donc oui, on réfléchit donc l'agriculture localement, mais aussi au niveau, en tout cas régional, voire même international, économiquement parlant, et puis création d'emplois. Pour l'eau, concernant l'eau, alors moi, je suis parmi ceux, en tout cas, qui militent et que, je l'ai toujours dit, je ne comprends pas comment ça se fait qu'à Mayotte, et rarement on a en tout cas cet avantage dans le monde, il pleut 6 mois, si ce n'est pas 10 mois sur 12. Il pleut quand même. Il pleut, même si c'est la saison sèche, mais on a des averses, on a des pluies. Mais toute cette eau va où? Va au lagon, là où il y a la mer. Ah oui, puisqu'on a déforesté, donc l'eau ruisselle. Et l'aberration, c'est qu'en ce moment, on a vu le stade Cavani, on a vu donc à Bandrabois, à Sada, on va faire aussi un terrain gazon synthétique, comme s'il ne pleuvait pas. Quand on construit,
on oublie que cette eau-là, on peut l'utiliser. Donc, on ne met pas les systèmes de rétention d'eau pour réutiliser plus tard. Mais on laisse cette eau-là repartir dans la mer, à tel point que on voit qu'il y a une érosion carrément autour de nos habitations parce qu'il n'y a pas eu de système de rotation. Rien que cette phase-là, je pense qu'on peut gagner énormément et que le conseil départemental, il l'a fait, mais on ne communique pas assez. Et à mon avis, il faut aller encore plus loin sur l'aide ou subvention des gens qui souhaitent en tout cas s'équiper des réservoirs d'eau dans leur maison, oui. Dans leur habitation. S'agissant de l'eau, vous savez qu'actuellement, avec le laxisme de SMAE, qui s'appelle SOGEA, nous on dit SOGEA, les factures de SOGEA, avec le syndicat, la gestion catastrophique du syndicat des eaux, on se retrouve aujourd'hui avec des factures de 5 000 euros, 7 000 euros, 9 000 euros, plus de 10 000 euros de factures. Il y a des gens qui ne travaillent même pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être pendant 10 ans, on a fait juste des estimations, mais on n'est jamais venu regarder exactement combien les usagers ont consommé. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des factures de 10 000 euros, 11 000 euros, 9 000 euros, 5 000 euros. Les gens ne comprennent pas. Or, le Conseil général départemental vient d'accorder 15 millions d'euros à SMAE. Donc, sans contrepartie, qu'on dise, bon, nous vous donnons les 15 millions d'euros, mais les usagers, les Mahorais, que pendant 10 ans, vous n'êtes pas allé évaluer exactement combien ils ont consommé, se retrouvent avec des factures de 10 000 euros. Donc, on supprime ces factures de 10 000 euros et de 5 000 euros et qu'on vous donne les 15 000 euros. Mais vous ne pouvez pas donner 15 000 euros avec les impôts des Mahorais au SMAE et laisser les Mahorais dans cette situation catastrophique. Donc, moi, si je suis élu conseiller général, cette convention, nous allons la modifier. Pour avoir une compensation. Pour avoir une compensation. Pour éponger toutes ces factures, parce que c'est eux qui sont la cause. Parce que s'ils avaient fait leur travail, les familles n'allaient pas se retrouver endettées avec cette situation. Ce sera le mot de la fin. Le temps de ce débat est arrivé malheureusement à son terme. On avait encore plein de choses à se dire. On se retrouve très vite, messieurs, pour prolonger la discussion. Absolument. Pas de souci. Je vous souhaite bonne chance pour les élections du mois de juin. Merci. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. Bonne fin de journée.